Boaké, dans la région de Béquet, après la récente crise militaire, le gouvernement ivoirien au chevet des blessés. Enfin, 17 mai 1997 au Zaïre, la rébellion de Laurent Désiré Kabila met fin au règne du président Mobutu Sese Seko. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur RTI 2. La situation s'est donc apaisée sur tout l'ensemble du territoire ivoirien après la récente grogne des militaires. Mais il faut maintenant prendre en compte les souffrances physiques et psychologiques des populations. C'est à cela que s'attelle le gouvernement ivoirien. En effet, le conseiller spécial du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'est rendu à Boaké, dans la région de Béquet, pour apporter son soutien aux victimes. Dans cette zone, la crise militaire a fait un mort et plus d'une dizaine de blessés. Kader Sogodougou de RTI Boaké. Centre hospitalier universitaire de Boaké. L'établissement accueille de nombreux blessés liés au soulèvement des militaires. Ce jeune homme est âgé de 13 ans. Après 2 jours passés dans le coma, son état est jugé satisfaisant. Il arrive même à formuler des vœux. Je prie qu'on dit, je demande pardon. Lui et tous les autres blessés bénéficient d'une prise en charge du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui a dépêché à Boaké son conseiller. Nous avons un centre hospitalier assez efficace qui a su recevoir tous les blessés, tous ceux qui ont reçu des balles perdues. Et nous passons de malade à malade pour apporter donc le soutien du Premier ministre à toutes ces personnes. Au CHU, comme dans les domiciles, les victimes se félicitent du geste. Malgré la blessure, je pardonne. Je pardonne parce que je suis fier de mon pays, je suis fier de mon président. Je pardonne. Je voudrais particulièrement remercier le Premier ministre qui nous a appelés lui-même pour nous parler au moment où nous étions dans le feu. Nous ne sommes pas du tout surpris des gestes qui sont posés au jour d'aujourd'hui. Le soulèvement des militaires à Boaké a fait un mort et une dizaine de blessés. Retour dans le district d'Abidjan avec ce drame survenu hier dans la commune d'Adjamé. Un incendie a ravagé le marché communément appelé Petit Lomé, situé à proximité de la grande mosquée. Les sapeurs-pompiers alertés sont intervenus pour circonscrire le feu. Aucune perte en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels. Les causes de ce sinistre avec Franck Wadio. Des flammes illuminant le ciel, non loin de la grande mosquée d'Adjamé. Petit Lomé, un marché spécialisé dans le vestimentaire importé, est en proie aux flammes. Un incendie déclenché selon les informations sur place à 20h10. Les sapeurs-pompiers, arrivés à temps avec l'aide de volontaires, auront tenté de lutter pour circonscrire le brasier. Une tâche peu aisée vu le difficile accès au magasin situé à l'étage supérieur. Bilan, aucune perte en vie humaine, mais plusieurs magasins et des tonnes de ballots de marchandises partis en fumée. La cause de l'incendie, encore à déterminer, mais plusieurs thèses convergent vers un court-circuit provoqué par les installations électriques anarchiques. Les secours ont cependant pu venir à bout du sinistre après 23 heures. La lutte contre la vie chère se poursuit en Côte d'Ivoire avec le lancement de la campagne 2017 de vérification des instruments de mesure. C'est une initiative du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des petites et moyennes entreprises. Cette opération permet de garantir l'exactitude de tous les instruments de mesure utilisés dans les commerces. Sibyl se rend au marché pour acheter de la viande. Bien entendu, l'instrument de mesure, c'est la balance. Une fois servi, Sibyl vérifie la quantité de viande à l'aide d'une autre balance. Le poids est correct. Propriétaire d'une chambre froide, Justine utilise également des balances dans la commercialisation de ses produits. Ici, la balance utilisée est plutôt fiable. Aucun client ne s'est plaint depuis que je vends le poisson ici. Tout le monde doit utiliser la balance correctement, peser les produits comme il se doit, de ne pas déborder pour que les clients se plaignent pour dire que cette poissonnerie ou bien cette boutique, eux, ils ne pèsent pas, ils volent les gens. Lutter contre la fraude est l'une des priorités du gouvernement ivoirien. Le but est d'améliorer les conditions de vie des populations. Le ministère du Commerce s'active pour mener à bien cette lutte en se rendant sur place. Une opération qui vise à garantir la transparence et la fiabilité des instruments de mesure. Le gouvernement met en place des mécanismes légaux de soutien au contrôle des instruments de mesure
et donne aux consommateurs la capacité d'action pour la protection des consommateurs et pour la défense de leurs droits. Les instruments reconnus valides porteront une étiquette verte, visible et infalsifiable. Ceux qui sont refusés porteront une étiquette rouge de même qualité. Pour le responsable des commerçants, cette campagne est la bienvenue. Cette opération est bénéfique et pour les commerçants et pour l'ensemble des consommateurs de Côte d'Ivoire. Vous êtes sans ignorer que même au niveau de la santé, au niveau des thermomètres et des tensiomètres, il est très important que ces matériels soient vraiment de bonne qualité pour éviter que des diagnostics soient faits à tort. Cette campagne de vérification des instruments de mesure va s'étendre sur 4 mois. Selon le ministre du Commerce, Souleymane Diarra-Souba, tout contrevenant à cette opération s'expose à des mesures de répression. Des précisions de Patricia Omo-Etia. Hors de chez nous, 3 soldats morts et 2 civils blessés aujourd'hui dans un attentat à la voiture piégée survenu près d'une installation des forces de sécurité à Mogadiscio en Somalie. Aucun groupe n'a revendiqué cette attaque, mais ce genre d'offensive est généralement attribué aux islamistes Chebab. En Gambie, les victimes du régime Yaya Jammeh réclament justice. Le système judiciaire, longtemps accusé de servilité envers l'ex-président gambien, fait face actuellement à une forte pression des personnes ayant subi des tortures et autres actes répréhensibles. Il aura fallu 17 ans à ces victimes d'une manifestation étudiante violemment réprimée par le régime de l'ancien président gambien Yaya Jammeh pour être autorisé à descendre récemment dans la rue et réclamer justice. Privé de l'usage de ses jambes à cause d'une balle perdue, Youssoufa Mbaye en appelle au nouveau gouvernement d'Adama Barrow. Je veux que le nouveau gouvernement m'aide à me soigner. Je veux pouvoir finir mon traitement. Je veux d'abord ma santé et ensuite la justice. De nombreuses victimes et familles de victimes d'abus de l'ancien régime pressent aujourd'hui les nouvelles autorités gambiennes de retrouver et de juger leurs anciens bourreaux. Des enquêtes sur des cas de disparition ont été ouvertes. D'anciens membres du régime ont déjà été arrêtés, mais leur procès s'éternise, faute de dossier complet. Pour le moment, nous concentrons nos efforts sur la reconstruction d'un système judiciaire qui pourra non seulement poursuivre, mais aussi garantir aux accusés le droit à un procès équitable. Récemment, les corps d'auteurs d'un coup d'État avorté contre Yaya Jammeh ont été exhumés d'une tombe de fortune. Le frère de Maléjagne était l'un d'entre eux. Lui-même a été torturé. Aujourd'hui, il veut des réponses et des procès. J'ai demandé aux enquêteurs comment mon frère avait été tué, si on lui avait tiré dessus, ou bien s'il avait été battu à mort. Mais je n'ai pas eu de réponse. Cette question me trouble. Si la justice est retardée, la douleur est toujours là. Le ministère gambien de la Justice compte mettre sur pied une commission de vérité et de réconciliation dans les 6 prochains mois et espère commencer les audiences publiques d'ici à la fin de l'année. 17 mai 2017, c'est aujourd'hui la journée internationale de lutte contre l'homophobie. L'homosexualité, on le sait, est réprimée dans de nombreuses sociétés. En effet, plus de 70 pays au monde la punissent sévèrement. Récemment, en Indonésie, un tribunal islamique a condamné 2 hommes à plusieurs coups de canne en public. 22 membres, dont 11 femmes et 11 hommes. La France connaît désormais son nouveau gouvernement paritaire. La liste complète des ministres a été dévoilée aujourd'hui par le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler. Le premier conseil des ministres va se tenir demain, jeudi 18 mai. Toujours en France, le soutien scolaire très développé en région Nouvelle-Aquitaine. Les collégiens et lycéens ne sont plus seuls face à leurs devoirs de français, mathématiques ou anglais. En effet, le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a mis en place une plateforme téléphonique gratuite d'aide. Regardez.
Étienne et Théo sont en terminale S à Bordeaux et pour les deux amis, le bac est dans quelques semaines. Révision et exercices se font à deux pour s'entraider et quand ils ne trouvent pas la solution, ils l'obtiennent grâce à leur téléphone. Bonsoir et bienvenue sur l'aide aux devoirs. Vous souhaitez un soutien en français, composez le 1, en maths, le 2, en physique, le 3. Un coup de fil vers une plateforme d'aide scolaire mise en place par la région Nouvelle-Aquitaine dans l'ouest de la France pour tous les lycéens. Dispositif de devoir, bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis un élève de terminale S et je suis avec un ami à moi là. Et en fait, sur un exo, sur les nombres complexes, en fait, on galère un peu là. Au bout du fil, des étudiants comme Harris en master de maths appliquées. Embauché par la région, il assure 2 à 3 vacations par semaine. En tout, une vingtaine de tuteurs ont été recrutés en maths, physique et langue étrangère. Au téléphone, les élèves n'ont pas forcément les blocages qu'ils ont, par exemple, en cours de poser des questions aux profs. Là, ils sont à l'aise dans une ambiance assez conviviale et ça passe plutôt bien, oui. Les élèves dictent les exercices au téléphone et peuvent également envoyer par mail des énoncés. Un service ouvert de 18h à 21h, 4 soirs par semaine. Et surtout, le numéro d'appel est gratuit. Un vrai avantage pour la maman d'Étienne. C'est une aide en fait qui est facile d'accès puisqu'elle est via un appel téléphonique. Donc déjà, il n'y a pas de démarche administrative à faire, il n'y a pas d'inscription, c'est anonyme, c'est égalitaire au niveau des chances puisque je pense que tous n'ont pas des profs à domicile. Payés 18,50 € de l'heure, les tuteurs sont sélectionnés sur leur cursus et leur pédagogie pour aider au mieux l'élève dans ses difficultés. Il ne s'agit pas de faire le devoir à la place de l'élève, mais il s'agit d'expliquer à l'élève sur quel point il peut y avoir des points de blocage, les lever et lui expliquer pour qu'il puisse lui-même faire le devoir. Deuxième point, on ne se substitue pas au professeur. Pari gagné pour Théo et Étienne. Après 30 minutes au téléphone, l'exercice de maths compliqué est résolu. Merci beaucoup, au revoir. En cours, des fois on n'a pas trop envie de lever la main pour demander, pour ralentir le cours et pour montrer aux autres qu'on ne sait pas. Ben non, là on est dans notre chambre et c'est plus rassurant. On a la réponse, vous voyez, en 30 minutes, l'exercice est fait et on a compris surtout. C'est ça l'importance. Inspiré d'une expérience québécoise, ce service a fait ses preuves en Nouvelle-Aquitaine depuis 2 ans. À l'approche du bac, les appels s'accélèrent. À terme, la région aimerait ouvrir 2 autres plateformes décentralisées à Limoges et Poitiers. Le sucre cubain n'en a plus pour longtemps. En effet, l'industrie sucrière qui a constitué pendant plus de 2 siècles la principale ressource économique de Cuba est en train de s'effriter. Les raisons dans ce reportage. Un amas de ferraille, c'est à peu près tout ce qu'il reste de la sucrerie Cuba Libre. Avant de fermer en 2004, c'était pourtant le cœur économique de cette petite bourgade de la région de Matanzas, dans l'est de Cuba. Le sucre, c'était toute la vie des gens qui vivaient ici. Et en changeant cela, la vie a changé. Même si Arnaldo reconnaît que le travail à la sucrerie était pénible, il y gagnait bien sa vie, ramenant à la maison au moins le double du salaire moyen cubain. Mais aujourd'hui, les seules personnes qui travaillent encore sur le site de l'usine sont celles chargées de la démolir. C'est un travail qui nous a été confié. Ce n'est pas nous qui voulons démolir l'usine de sucre. Plus du 2/3 des usines cubaines ont subi le même sort dans la dernière décennie. Pourtant, la petite île a déjà été reine des exportations de sucre au niveau mondial. Après la Révolution, c'était d'ailleurs l'une des ambitions de Fidel Castro qui voulait faire de la canne à sucre l'épine dorsale de l'économie cubaine. Mais la chute de l'Empire soviétique a sonné le glas de cette industrie. Aujourd'hui, Cuba ne produit plus que 2 millions de tonnes de sucre par an, loin des 8 millions raffinés à son apogée. L'époque où Cuba était le plus grand exportateur de sucre du monde est révolue. Vu la taille de notre pays, cela ne sert à rien de prétendre le contraire. Cuba ne redeviendra jamais le plus gros exportateur de sucre. Et dans les quelques villages où l'odeur de mélasse continue de planer, la stratégie est désormais de miser sur les produits dérivés. Question d'assurer l'avenir de la prochaine génération d'ouvriers.
Enfin, 17 mai 1997, fin du règne de Mobutu Sese Seko au Zaïre. Le peuple a faim et une grave crise économique sévit. L'ex-président Mobutu est alors contraint à l'exil au Maroc et l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, avec à sa tête Laurent Désiré Kabila, prend le pouvoir. Plusieurs changements surviennent dans ce pays d'Afrique centrale. Le Zaïre est rapidement rebaptisé République démocratique du Congo. Laurent Désiré Kabila, né le 27 novembre 1939 à Kinshasa, originaire de l'ethnie Luba au Katanga, Laurent Désiré Kabila a le titre de héros national tout comme Patrice Emery Lumumba. Il accède au pouvoir en 1997 au Zaïre qu'il rebaptise République démocratique du Congo après avoir renversé Mobutu Sese Seko. Avec la cession de Kabila à la tête, le pays retrouve son appellation à son indépendance en 1960. Le fleuve à nouveau devient Congo. Le franc congolais se substitue à la monnaie Zaïre. L'hymne et la devise du pays sont changés. Après 4 années à la tête de la RDC, Laurent Désiré est assassiné le 16 janvier 2001 par son garde du corps Rachidi Kassereka. Des présumés auteurs au nombre d'une trentaine sont condamnés. À sa mort, son fils Joseph Kabila est désigné pour lui succéder. Joseph Kabila est donc président de la RDC depuis la mort de son père jusqu'à ce jour. Un commentaire de Moussa Konaté. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous sur RTI2.